Bonjour, je m'appelle Yacine Aïtkassi, je suis le président de la Fondation Elix et le créateur d'Elix, ce personnage qui est devenu en 2015 le premier et le seul ambassadeur digital des Nations Unies. Je m'appelle Nessima, j'ai 17 ans et je voulais savoir c'est quoi les Nations Unies. Alors les Nations Unies, c'est quoi? D'abord, c'est une organisation des Nations Unies, ONU, qui a été créée en 1945 suite à la Deuxième Guerre mondiale. L'idée, alors il y a eu d'autres types d'organisations de ce genre-là avant la guerre, comme la Société des Nations, c'était de pouvoir réunir un maximum d'États autour de la table pour éviter qu'un drame comme la Deuxième Guerre mondiale se reproduise. Et on disait plus jamais ça. La Charte des Nations Unies, elle a été signée dans la foulée, elle commence par cette phrase extrêmement importante, nous les peuples des Nations Unies. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous les peuples, c'est toi, moi, tes parents, les miens, tes voisins, tout le monde. Tout le monde est concerné, nous sommes tous des peuples des Nations Unies. Ensuite, il y a les nations. Les nations sont les pays membres de l'organisation. Aujourd'hui, il y en a 193, 195, quelque chose, enfin, quasiment tous les pays, mais il y a moins de pays à l'ONU qu'à la FIFA, par exemple. Mais c'est quasiment tout le monde. Et puis, le dernier mot qui est extrêmement important, c'est unis. C'est-à-dire c'est l'ensemble de ces pays qui se regroupent dans une seule organisation. Ça rappelle que effectivement l'ensemble de ces pays, l'ensemble des peuples ne partagent qu'une seule planète. Jusqu'à présent, on est tous interconnectés. Donc c'est ça l'ONU. L'ONU, c'est le plus grand... la plus grande copropriété du monde. C'est des gens qui se réunissent à minima une fois par an pour l'Assemblée générale des Nations Unies, où tu vois tous les chefs d'État qui prennent la parole les uns après les autres, et puis tout au long de l'année, évidemment, sur l'ensemble des sujets, des négociations, des discussions, des propositions qui sont faites, qui peuvent émaner aussi bien de la société civile que des États, des villes, etc. Donc voilà, c'est une espèce de grand rassemblement mondial de la diplomatie internationale et d'une notion extrêmement importante qui est le multilatéralisme. Le fait que, justement, la parole soit partagée, que les opinions soient partagées et que les décisions puissent être prises de concert, ensemble. Bonjour, je m'appelle Jules, j'ai 15 ans et j'aimerais savoir que font les Nations Unies dans le contexte de la crise du Covid-19. Merci. Justement, le Covid-19, j'ai parlé tout à l'heure de la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce type d'événement qui concerne d'un coup l'ensemble de la planète. C'est comme le changement climatique. Donc toutes les Nations Unies elles-mêmes et toutes les agences sont sur le pied de guerre pour prévenir, essayer de contenir et trouver des solutions tant sur le plan de l'éducation, évidemment de la santé, mais aussi de la reprise économique et la manière dont les choses peuvent notre résilience en fait face à ce type d'événements historiques. Donc en fait, il y a tout un travail qui a été fait déjà d'information, de recherche d'information, puisque tout remonte, que ce soit s'il y a une découverte dans un pays, ça remonte pour que l'ensemble des pays puissent profiter de ces recherches, de ces informations. Et ensuite, sur le terrain, il y a un travail qui est fait par les différentes agences qui sont concernées. Et aujourd'hui, évidemment, elles le sont toutes. Ça va jusque la question du droit des femmes, puisqu'il y a eu une énorme recrudescence des violences domestiques, jusque la question de l'éducation à distance, qui est un point très important, puisque tout le monde s'est adapté d'une manière ou d'une autre. Je me demandais quelle est la place pour les jeunes dans la mise en place des actions de l'ONU. Alors la place des jeunes, elle est à la fois centrale et de plus en plus importante, et à la fois, effectivement, quand on voit une image, l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est pas des jeunes qui siègent, c'est pas des jeunes qui prennent les décisions, c'est pas des jeunes qui ont ce qu'on appelle le pouvoir, c'est pas des jeunes qui sont élus. En revanche, les jeunes ont ont une énorme puissance d'influence
On l'a vu récemment avec tout le mouvement climat et tout le mouvement de la jeunesse en faveur des actions sur le dérèglement climatique, et notamment à travers une figure comme Greta Thunberg et le mouvement Fridays for Future. Et d'ailleurs, la mobilisation de la jeunesse faisait partie d'un des thèmes du sommet climat aux Nations Unies le 23 septembre 2019. Donc évidemment, la jeunesse a toute sa part et vraiment la bienvenue dans à la fois les Nations Unies mais toutes les agences comme l'UNESCO. Il faut se dire que chaque jeune en est à la fois un copropriétaire, co-responsable et en est un ambassadeur. Donc vous connaissez, vous avez peut-être entendu parler de ce grand plan qui a été signé en 2015 qui s'appelle les Objectifs de développement durable, qui nous emmène jusqu'à 2030. 2030, c'est juste le temps qui va vous faire passer de jeune à jeune adulte. Et dans cette décennie de l'action, les 10 ans qui viennent, évidemment, la jeunesse a toute sa place et doit se saisir vraiment de sa capacité d'action et revendiquer cette génération ODD. Parce que entre ce qu'on vit aujourd'hui et ce qu'on a vécu avant le Covid et ce qu'on projette d'ici 2030, si on veut conserver des conditions de vie qui sont tout simplement vivables, avec la question climat, avec la question de la biodiversité, avec les problèmes sociaux et toute la dimension économique, il va falloir changer énormément de choses. Donc c'est d'abord des changements de comportement, un changement culturel, et qui, de toute façon, le monde sera très très différent dans 10 ans. Donc voilà, vous êtes la génération ODD, saisissez-vous des Nations Unies, de l'UNESCO, soyez-en les ambassadeurs, parce que c'est votre planète et c'est ensemble qu'on va vivre dessus dans le temps qui nous reste. J'aimerais savoir comment faire en sorte que chaque élève dans le monde puisse accéder à une éducation en ligne facilement. Merci. Alors c'est une excellente question et effectivement, pour bénéficier de l'éducation à distance, il y a un certain nombre de besoins et un certain nombre de critères requis. D'abord, il faut que le foyer soit équipé. Il faut à minima un ordinateur, une tablette, au pire un smartphone, et évidemment une connexion Internet suffisante. Et puis évidemment, il faut aussi du temps, de l'espace et une capacité d'attention. C'est-à-dire que tous les foyers ne peuvent pas se permettre de dédier une demi-journée. Enfin, ça peut être compliqué en fonction des conditions de vie des citoyens qui ont des réalités très très différentes autour de la Terre. Il y a aussi un autre souci qui est les fratries. Quand on a 2, 3 enfants ou 4, enfin en tout cas plusieurs enfants dans le même foyer, en général quand ils vont à l'école, ils sont pas dans la même classe. Donc il y a 4 professeurs, il y a des classes différentes, donc ça devient très compliqué. Et puis un autre sujet, c'est que l'école, c'est pas que apprendre ce qu'il y a dans les livres, parce que ça effectivement les parents peuvent essayer de faire un petit peu le travail, un petit peu de travail à distance, mais aussi toute la question de la sociabilisation, le fait d'avoir des copains, le fait de jouer, le fait de comprendre toute la subtilité des relations sociales. Et donc ça, évidemment, en période de confinement, c'est beaucoup plus compliqué et ça peut avoir des répercussions, évidemment, sur la santé mentale. Donc on parle pas on parle quand même de changements qui peuvent s'opérer et auxquels il faut être extrêmement attentif. C'est d'ailleurs un des sujets sur lesquels les Nations Unies et l'OMS ont tiré la sonnette d'alarme. Et puis pour que chaque élève dans le monde puisse accéder à une éducation en ligne, forcément on va avoir besoin de partager un petit peu les ressources, que ce soit des ressources techniques, des ressources de temps et les ressources d'espace. Il faut quand même un lieu pour pouvoir étudier et il y a des réalités très très différentes d'un enfant à un autre. Donc ce sont des choses qui s'organisent et dans un contexte sanitaire comme celui d'aujourd'hui, c'est particulièrement compliqué parce qu'il ne faut jamais oublier les gestes barrières, mais l'éducation en ligne seule à la maison chez soi n'est évidemment pas une solution
ça ne peut être que provisoire. Et donc il y a toute une série de solutions intermédiaires qui doivent également passer par l'école et tout le réseau des écoles qu'il y a à travers le monde, qui, une fois les conditions sanitaires et de sécurité respectées, peuvent permettre d'accueillir les enfants, de s'assurer qu'il y a aucun problème, hein, que ce soit psychologique, des problèmes à la maison, etc. Et de garder le lien avec le cursus scolaire, même si ça peut se faire également à distance au sein des écoles. Donc voilà, on est dans une situation intermédiaire, on apprend en marchant, on apprend en lisant, on apprend en ligne, mais c'est vrai qu'il y a des réalités très 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 différentes d'un enfant à un autre, d'un pays à un autre, et il va falloir dans les mois qui viennent être extrêmement vigilant à ce qu'il n'y ait pas trop de prise de retard par des enfants qui auraient été très défavorisés.